Bonsoir. Les régionales arrivent au grand galop. Ce sera le 6 décembre prochain. Le Cameroun élira alors ses tout premiers conseillers régionaux qui auront la charge de porter sur les fonds baptismaux 10 exécutifs, deuxième et dernier étage de la gouvernance dans les collectivités territoriales décentralisées. En attendant, les grandes manœuvres ont commencé aussi bien dans les états-majors des formations politiques en lice que parmi l'élite sociopolitique et économique de nos unités administratives. Et cela se comprend, parce que les enjeux de la décentralisation sont non seulement politiques, mais aussi économiques, car beaucoup de moyens seront libérés par l'État central au profit des régions. Nous en parlons ce soir dans Actualité Hebdo avec notre invité, M. Sylvestre Niek-Niek, ancien maire UPC de Makak dans le département d'Union-Ekele, région du Centre. Sylvestre Niek-Niek, bonsoir. Bonsoir, M. Chérif. Alors, à quelques semaines du 6 décembre, le jour du scrutin pour les régionales, comment est-ce que le politicien que vous êtes perçoit les choses? Première chose, je voulais corriger quelque chose. Je n'ai jamais été le maire UPC de Makak. Vous avez été maire de Makak? J'étais maire de Makak, militant de l'UPC. Pourquoi vous refusez? Je ne refuse pas parce que l'Union est une particularité. Lorsqu'on est maire, on l'est pour tout le monde, malgré qu'on soit investi par un parti. Et c'est pour ça que vous vous rendez compte que... Quand on dit maire UPC de Makak, c'est faux? Oui, c'est faux. Pourquoi? Parce vous que n'êtes pas militant de l'UPC? Je suis militant de l'UPC, mais lorsqu'on devient maire, on devrait se mettre au-dessus des partis. Pour ça a été mon cas. Exactement. Parce que pour être maire à Makak, précisément, il faut avoir l'aval, même de ceux qui ont perdu les élections. Je voulais, pour mon cas, lorsque j'ai été élu conseiller municipal à la session de plein droit, l'une des personnalités qui nous avait investi, que je ne citerai pas ici, ne voulait pas que je sois maire. C'est le peuple qui s'est soulevé, lui a dit, on l'a voté maire et pas simple conseiller municipal. C'est valable pour moi, c'est valable pour tout le monde. Vous avez vu, en 2020, lorsqu'un certain parti politique a voulu imposer des maires, ça n'a pas marché partout. C'est pour ça que je préfère vous dire que j'ai été maire de Makak. Tout à fait. Mais je suis militant de l'UPC. C'est plus clair. Tout à fait. Alors, comment est-ce que vous percevez ces élections régionales à venir? Bon, disons que les élections régionales, c'est le parachèvement de la mise en place des institutions. C'est de la mise en œuvre de la décentralisation. Il faut le prendre ainsi. Et dans ces conditions, il est tout à fait compréhensible que chaque communauté, que chaque peuple, chaque département, chaque région, pour arriver à la fin, en viennent à présenter les meilleurs d'entre eux, au-delà des partis politiques. C'est-à-dire que, vous avez dans votre introduction, les régions vont être ceux qui vont porter, c'est le deuxième et dernier étage de la décentralisation. Vous savez, il y a des choses qu'on n'a pas eu comme maire, parce qu'on nous disait qu'il fallait que ce soit au niveau régional. Maintenant que les régionaux sont là, il faudra que ce soit les meilleurs d'entre nous. C'est-à-dire ceux qui ont à la fois l'expérience politique, l'expérience managériale, pas seulement ceux qui sont des militants politiques. C'est la différence entre les autres et moi. Moi, je me veux quelqu'un qui est républicain, mais qui n'a pas honte d'être militant de l'UPC. C'est pour ça que l'UPC est candidate. Sans avoir une base électorale, vous savez que l'UPC n'a à 0 conseiller aujourd'hui. Mais nous nous sommes présentés pour 2 raisons. La première, c'est que le pouvoir dont on n'use pas, on a l'impression qu'on ne l'a pas. Lorsque nous avons été, disons-le ainsi, suspendus par le régime en place pendant 2 ans, ça nous a empêché d'avoir des conseils municipaux. Bon, nous sommes allés... En fait, vous vous présentez parce que vous avez peur de mourir? Non, pas du tout. Pas du tout. L'UPC est un peu l'âme immortelle du peuple camerounais, ne peut pas mourir pour si peu. Ça, c'est le slogan. Ce n'est pas un simple slogan. Je peux vous dire quelque chose, M. Chérif. Dans chaque Camerounais sommeille un peu d'UPCisme. C'est pour ça que l'UPCisme n'est pas l'apanage du parti politique qu'on appelle UPC. Vous pouvez tuer l'UPC, il y aurait des UPCistes dans les autres partis. C'est pour ça que, sans le citer, il y a des partis qui se vantent d'être UPCistes, mais malheureusement de façon géographique. Ils sont UPCistes quand ils sont dans le centre, UPCistes quand ils sont dans le nord, autres quand ils sont dans le sud-ouest. Bon, mais ce n'est pas ça le débat. Le plus important, c'est que dans mon union avec les natales, ce qui se pose comme problème, c'est le développement. Donc les régionales sont pour nous l'occasion d'être dans le train qui va faire un peu de lobbying pour que nous ayons ce qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Pour vous, à l'UPC, l'essentiel sera simplement, pour ce qui est d'union avec les, de participer? Et les Campourou, une fois, a dit le droit. C'est la première victoire de l'UPC. Ça veut dire que nous avons fait ce qu'on appelle en droit la loi du précédent. On ne va pas entendre au présidentiel 2025 que la liste de ce qui est passé en 2020 pour les régionales ne puisse pas se passer
en 2025. C'était ça le plan. Maintenant, sur le plan purement pratique également, nous nous sommes dit, il y a, disons-le, sans rigoler, hein, il y a 2 partis dans l'Union Ekele. Ça vous surprend naturellement. Il y a l'UPC, il y a le RDPC. L'autre parti est une opportunité politique, qui n'est pas encore un parti politique. Je ne le citerai pas, mais si vous, je vais le citer si vous voulez bien. Le PCRN. Le PCRN est une simple opportunité politique. Ça veut dire que c'est quelque chose qui arrive au moment où, dans l'imagerie populaire, le RDPC, dont le régime en place, veut tuer l'UPC. Et les gens sont dans une mouvance où ils disent « nous allons sanctionner le RDPC ». D'abord, les militants qui quittent l'UPC, quittent le RDPC, parce que lorsqu'on frappe l'UPC dans l'Union Ekele, même le RDPC n'est pas content. C'est pour ça que le RDPC et l'UPC, pour la plupart, ont voté le PCRN en termes d'opportunité pour régler un compte au régime. Se sont-ils trompés ou pas? C'est un autre débat. Monsieur Sylvestre Nyek, ancien maire de Makak. Tout à fait. Moi, je dirais maire UPC quand même. Observateur de la scène politique dans l'Union Ekele et ailleurs également. Merci d'être sur notre plateau ce soir. Vous répondrez à nos questions ainsi qu'à celles des internautes. Nous commenterons ensemble l'actualité nationale de ces derniers jours. Actualité hebdo, sons et images de la semaine qui s'achève, le point des préparatifs des régionales du 6 décembre prochain à Elekam, dans les partis politiques et même dans l'administration. Ce sera avec Agnès Solange à Bousselo. La semaine politique et sociale avec en bonne place l'hommage de la nation aux enfants assassinés de Kumba, les 38 ans de pouvoir du président Paul Biya, la mise en garde du gouvernement contre les nouveaux bandits à col blanc que sont les sociétés qui lancent sans autorisation l'épargne publique. Et puis il y a aussi ce bras de fer interminable entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel du Cameroun. La semaine politique et sociale est signée Augustin Guizana et Rodrigue Bertrand-Tueno. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité et actualité. La suite, c'est dans un tout petit instant. À tout de suite. Sylvestre Nyek, est-ce que vous sentez au niveau d'Union Ekele un enthousiasme, on ne va pas dire au niveau de la population, mais tout au moins au niveau de la base électorale des élections à venir? En fait, ça se ressent même au niveau de la population. Vous savez pourquoi? Parce que les régions ont été présentées comme des leviers de développement. Et sans nous mettre en comparaison avec d'autres départements, Union Ekele est suffisamment en retard. C'est le seul département, enfin l'un des rares pour être modeste, qui n'est pas relié au chef de la région par une route goudronnée. La route des Eka est passée par les Eka. En fait, elle est là, le Lodorf, je mesure mes propos. Et on était obligé de passer par là parce qu'il fallait bien passer par les Eka, par là, le Lodorf. Suivez mon regard. Vous en avez profité? On en a profité. Je pense que nous sommes dans la commune qui est traversée par l'Oignon. Et la seule commune où il n'y a pas de pont. Makaka. C'est-à-dire qu'il y a 9 villages qui sont séparés du reste de la commune par un fleuve qu'on appelle l'Oignon, où il n'y a pas de pont. Le bac qui nous servait de méthode de franchissement a flambé complètement il y a 3 ans. L'enjeu de ces élections, c'est le développement local? Absolument le développement local. Et c'est pour ça que ce n'est pas seulement un problème d'électeurs dans les conseils municipaux, les chefs de village, non. C'est la population. C'est pour ça que la population fait attention à tous ceux qui ont tendance à croire que c'est une histoire de parti politique. Mais est-ce qu'on ne promet pas un peu trop, justement, aux populations? On dit, ah, la décentralisation arrive, vos problèmes sont résolus. Personne ne l'a dit. Le problème, c'est que la région est un instrument de conquête des projets économiques et sociaux. Si vous n'avez pas de région, si vous n'êtes pas représenté au conseil régional, si vous n'êtes pas dans l'exécutif du conseil régional, je suis certain que ce sera comme les élections, on va vous dire, comme vous n'aviez pas de représentant au bureau, vous avez échoué. L'Union Ekele veut être représentée, mais par les meilleurs de ses fils. C'est un enjeu. Par les meilleurs de ses fils? Absolument. Alors, en ce moment, par exemple, dans l'Union Ekele, on a 4 listes en concurrence. Les meilleurs de ses fils se retrouvent sur ces 4 listes-là? Disons qu'il y a, en fait, je n'ai pas dit les plus forts, j'ai dit les meilleurs. Mais c'est un rapport. Hein. On est meilleur parce que l'autre est un peu moins. Ouais. J'ai dit les meilleurs, ces enfants. Je pense que le moment venu, on fera le point et on verra au-delà des partis politiques qui a les 3 conditions nécessaires. L'expérience managériale, les atouts politiques, mais également la volonté et la prise de risque. Vous savez, il y a des gens qui peuvent être à l'Assemblée nationale 20 ans sans rien dire. Il y en a qui seront au conseil régional qui ne diront rien. Nous, on voudra avoir en face de nous des gens qui peuvent nous défendre, quitte à être mis en minorité. C'est-à-dire, l'objectif pour nous, c'est que les gens aillent se battre pour l'Union Ekele
même s'ils échouent, en ce moment, on s'en prendra à l'État central. Parce que la particularité, c'est que nous sommes un département sur 10 dans le centre. Sur le plan linguistique, nous sommes une particularité, je peux dire communautaire, même linguistique. Les autres ont en commun, je ne veux pas citer les noms, hein, mais le Béti, en dehors du Mbam, des deux Mbam, les autres parlent la même langue, le Béti. Nous, on a l'inconvénient d'être notre peuple d'union équilibrée, éparpillé, permettez-le-moi, la communauté Bassa en Pau-Bati, est éparpillée dans 4 régions du Cameroun. Le centre, avec l'union équilibrée. Le littoral avec la Sanaga-Maritime, un peu l'Onkam et le Vouri. Le sud, il y a 2 cantons Bassa dans le sud. Et dans le sud-ouest, les villages Sokolo, Alimbe sont bien des villages Bassa. Voilà une communauté éparpillée dans 4 régions du Cameroun. Donc, en réalité, incapable de parler comme communauté. C'est pour ça que l'une des revendications de cette élite-là, que vous avez certainement entendu parler, est qu'on nous ramena... J'espère que vous ne demandez pas qu'on fasse un découpage tribal des régions. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je rappelle que le Bassa, c'est une tribu, l'Empo, c'est une tribu, et les autres, c'est des tribus. Nous voulons un découpage communautaire, c'est-à-dire qui prenne en compte les réalités socio-culturelles de chaque communauté. Je n'ai pas dit qu'on crée une région pour les Bassa. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais vous savez, nous avons également l'avantage de parler la même langue. Un peu comme l'Ouest. Un peu comme le Grand Nord. Le Grand Nord a, au-delà des petites langues, ils ont une langue qu'ils comprennent, le Foufoulde. Ils comprennent. Un peu comme on dit au Nord et au Sud-Ouest. Il y a bien des tribus, mais ils sont anglophones. Il faut en tenir compte. Parce que malheureusement, lorsque vous n'avez la majorité nulle part, vous êtes à la remorque de tout le monde. C'est-à-dire que dans le centre, le gars d'Union et qui sera au conseil régional risque d'être un département sur 10 et donc être à remorque des autres, c'est-à-dire un peu les gens de qui on aura pitié. Nous voulons être une communauté entière. Mais chacun des départements peut tenir ce langage-là. Non, malheureusement. Non. Je rappelle que l'Union équilibrée date du 9 octobre 1959. C'est-à-dire c'est bien le colon qui a divisé cette communauté pour des raisons évidentes que je ne voudrais pas évoquer. On ne va pas faire l'histoire. On ne fait pas l'histoire. Mais j'ai dit qu'il n'y a pas de crime parce que cette région a existé avant. On ne demande pas de créer une région. On demande... Non, la Grande Sanaga Maritime a existé avant. Nous ne demandons pas mieux que ça. C'est-à-dire, nous avons été divisés pour des raisons politiciennes par le colon. 60 ans plus tard, le Cameroun est géré par des Camerounais qui se respectent, qui s'aiment entre eux. Mais est-ce que vous vous rendez compte que, parti comme cela, oui, on est bon pour la fameuse boîte de Pandore? Je suis désolé, non. Il n'y a aucune région qui a existé avant au Cameroun qu'on a décapité comme celle de la Sanaga Maritime. Citez-moi une seule. Il n'y en a pas. On a plutôt créé d'autres régions par décret. Nous, on ne demande pas de créer. On demande de réparer le tort qu'on a causé à un peuple, tout simplement. Et on vous dit tribalisme. Vous vous dites communautaire, mais ça revient quasiment... Monsieur Chérif, je vous dis quelque chose. Ce n'est pas aujourd'hui. Moi, je suis un disciple de Ruben Oumniobé. Oumniobé n'a jamais demandé d'oublier nos tribus. Il disait toujours qu'on en fasse quelque chose qui va nous amener à nous mettre ensemble. Parce que dans tous les cas, vous savez, dans l'Union des populations du Cameroun, personne n'a jamais voulu savoir ce que ça veut dire. Oumniobé pense qu'il y a des populations, il faut les unir pour en faire un peuple, pour revendiquer d'abord la réunification et l'indépendance. C'est une triptyque qui est compliquée à comprendre. Les populations sont éparses. On les rassemble, on en fait un peuple, on l'éduque et le peuple va à la conquête de sa réunification et de son indépendance. Nous avons échoué à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on dit ça ne sert à rien de maintenir ces peuples-là, ces populations, dans une histoire de colons. Le colon avait ses intérêts. Je suppose 60 ans après l'indépendance, le Cameroun a d'autres intérêts. C'est la faute à qui? À vous, à l'élite? Oh, vous savez, c'est trop facile de dire l'élite. Une élite qui n'a pas le pouvoir de décision, c'est une élite, certes, mais on ne peut lui reprocher de n'avoir pas décidé. On n'a pas les... Le travail de l'élite, c'est effectivement de revendiquer. C'est ça le problème. L'élite d'Union et la Sanaga Maritime revendique suffisamment. Maintenant, rassurez-vous que nous n'entendons... Elle a les moyens d'influencer les décisions. Je ne suis pas sûr. Mais ce que je vais vous dire, c'est que nous avons deux solutions à proposer. À défaut d'une région de la Grande Sanaga Maritime, remettez les deux régions, les deux départements, c'est-à-dire les deux cantons du Bassa du Sud, l'Union et au littoral. On sera sur du point de vue linguistique, même communautaire, avec des gens avec qui nous avons des choses ensemble. Votre problème, c'est que vous voulez qu'on refasse et l'histoire et la géographie du Cameroun. C'est un peu compliqué. On ne va pas refaire. Est-ce qu'on n'a pas d'autres urgences en ce moment? On a certainement, mais c'est un vieux dossier.
Vous savez, la tendance est à oublier les anciens dossiers au nom des nouveaux. C'est pour ça que nous, à l'UPC, nous disons, si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne saurez pas où vous êtes et par conséquent, le chemin que vous parcourez ne vous sert à rien. L'État unitaire décentralisé, ça ne vous dit rien? Bien sûr, je rappelle que c'est Oumniobé qui a créé cette maxime. Je vous ai dit aujourd'hui que Oumniobé dit rassembler les populations pour en faire un peuple, ça veut dire l'union. Le peuple qui aura revendiqué sa réunification avant son indépendance. Oumniobé Atchoulé, il a tout. C'est quoi sa assemblée territoriale? Il reconnaît que tout le monde, la diversité est une force. Au lieu de vouloir faire l'unanimisme, l'unité, ce n'est pas important. Vous savez, Aïdjo a repris en son temps les thèmes de Ruben Oumniobé, l'unité nationale. Il était national de sa façon également. Paul Biya est arrivé en 82, il est passé de l'unité nationale à l'intégration nationale. Nous ne sommes pas contre, mais on dit qu'il n'y a pas d'intégration nationale qui ne tienne pas compte de tout le monde. On ne peut pas intégrer des gens que vous ne reconnaissez pas. Le problème, c'est ça aujourd'hui. Comment dans le concert tribal ou communautaire du Cameroun, il y a une communauté qui est éparpillée? Voilà le problème. Mettez-la, ne créez pas de nouvelles régions. Rassemblez-la dans une seule région. Monsieur Niak, nous allons poursuivre notre entretien dans un instant. Le temps pour nous de répondre à la question élection régionale, où en sont les préparatifs? C'est dans ce reportage de Agnès Solange-Abessolo. Les machines tournent à plein temps depuis plus d'une semaine pour l'impression des grandes enveloppes et autres bulletins de vote et de campagne. 3400 enveloppes commandées par Elections Cameroun. Elecam nous a effectivement passé la commande de 34 000 enveloppes électorales réparties en 2 collèges. Le collège des chefs traditionnels, 20 000 enveloppes, et le collège des conseillers municipaux à 14 000. Un travail à la chaîne supervisé par les responsables dépêchés par Elecam sur le terrain. Après la production, nous vérifions les enveloppes une par une pour voir si elles sont conformes. Progressivement, l'on s'achemine vers le bouclage des impressions à 3 semaines de l'élection des conseillers régionaux. Passé cette étape, viendra la livraison dans les 58 départements où le vote va se dérouler le 6 décembre. La loi prévoit que 20 jours au moins avant le début du scrutin, les cartes d'électeurs des 2 collèges électoraux, notamment les représentants du commandement traditionnel et les conseillers municipaux, soient disponibles. Cette semaine, les chefs des antennes départementales des LECAM ont débuté la sélection des présidents des bureaux de vote. La fièvre des préparatifs monte. Sylvestre Niak, on revient un peu à l'UPC. UPC candidate au régional dans l'Union Ekele, sans base électorale, j'ose dire, parce que vous n'avez pas de conseillers municipaux. L'élection se prépare comment en ce moment-là? Première correction, l'UPC candidat dans l'Union Ekele, dans la Sanka-Matin, dans le Vouri. Bon, nous parlons là d'Union Ekele. Voilà, tout à fait. Maintenant, comment on prépare les élections? Je vous ai dit au départ que par la force des choses, des UPC se sont retrouvés dans plusieurs partis politiques. Nous leur donnons l'occasion de revenir dans le parti. Vous pensez que des conseillers municipaux, RDPC, PCRN, viendront voter pour l'UPC? C'est une possibilité qu'on n'écarte pas du tout. C'est bien de rêver. On ne rêve pas, mais je vous ai dit au départ qu'on y est allé pour user de la décision de justice dont nous avons bénéficié. Ce combat est gagné aujourd'hui parce que, vous savez, on doutait encore, parce qu'au municipal de 2020, personne ne pouvait imaginer, sur le point du droit, que l'UPC puisse être écarté. Ça a été le cas. On aurait pu attendre 2025 en nous disant que bon, on a gagné un combat, on attend. Nous avons voulu user à mi-chemin. Nous avons reçu. Maintenant, je peux vous dire que l'arithmétique politique veut que si vous avez 13 conseillers dans l'Union et que vous allez dans la proportionnelle, parce qu'il est fort possible que personne n'ait la majorité absolue. Dans ces conditions, l'UPC se positionne. Mais je vous ai dit, le combat de l'UPC n'est pas absolument d'être dans les conseils régionaux. C'est que l'UPC entend donner de la voix. Vous savez, la campagne doit être l'occasion pour un parti de parler de lui. On est en plein olympisme, là. C'est-à-dire que l'essentiel étant... Je vous ai dit non. Vous savez, lorsqu'on prépare une élection, nous, l'UPC prépare les présidentielles. En sachant très bien que vous aurez conseillé à la fin. Non, ce n'est pas dit. Je peux vous rassurer que non. Ce n'est pas dit. La preuve, au sénatorial, des partis qui avaient 0 conseiller, on peut avoir des votes. Dans l'Union, il y a quelque chose de particulier. Je vous ai dit qu'il est fort possible que les gens qui se sont adonnés à une opportunité politique reviennent à voter qui le RDPC, qui l'UPC, parce qu'il n'y a que 2 partis politiques vraiment dans l'Union. Dans la conscience populaire et communautaire, il y a l'UPC
et le RDPC. Et la particularité, c'est que les UPC sont à la fois dans l'UPC comme parti et dans le RDPC. Pourquoi est-ce que vous minimisez l'emprise du PCRN? Je ne minimise pas du tout. Je dis que c'est une opportunité politique. Le PCRN est en 2020 ce que l'UPC était en 1948. Vous savez, en 1948, on avait créé un mouvement de libération nationale. Les gens y adhèrent comme opportunité pour libérer le Cameroun. Mais il doit bâtir l'idéologie. Malheureusement, 8 ans plus tard, il a assassiné. C'est l'un des problèmes qui mènent l'UPC. C'est-à-dire que n'a pas véritablement conçu l'idéologie. Donc chacun de nous, après l'intention, se retrouve quelque part et a bâti sa propre idéologie qu'il veut prêter à l'UPC. Voilà le problème. Le PCRN, comme vous voulez qu'on en parle, est pratiquement au même niveau. C'est-à-dire, si l'UPC avait pris part aux élections, on n'en parlerait certainement pas. Mais dans la conscience, on s'est dit, le régime qui a frappé l'UPC ne peut pas bénéficier des votes. Et c'est pour ça qu'on s'est trouvé à voter le PCRN. J'appelle ça opportunité. Ça va être un parti pour dans 1 an, dans 2 ans. Le président Kabal lui-même le dit, il est parti pour horizon 2025. Parce qu'il sait que, mais au-delà de ça... On se donne rendez-vous en 2025. Tout à fait. Dans le fonctionnement des communes gagnées par le PCRN que nous voyons, je vous ai dit, la particularité du PCRN, c'est que nous faisons attention à ce qui se passe, même dans le RDPC. Parce qu'il s'agit du Cameroun. Pour nous, c'est le Cameroun d'abord, le Cameroun avant tout. Nous faisons attention à la gestion des maires PCRN. Je ne veux pas en dire plus. Parlons maintenant vraiment de la décentralisation. Oui. Un département comme le Nion-Ekele, vous avez parlé des problèmes tout à l'heure de ce département-là. Qu'est-ce qu'il peut attendre de la mise en œuvre de cette décentralisation-là? Le Nion-Ekele attend qu'on l'écoute. Ça veut dire qu'on écoute... C'est quoi? C'est une attente politique ou alors elle est plus concrète, plus économique? C'est une attente à la fois politique mais également économique et même sociale. Vous savez, lors des élections sénatoriales, je voudrais citer quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, Sa Majesté Bellegrenier. Nous disons au sénatorial que l'UPC n'ayant pas de liste, l'UPC peut jouer le sale jeu et faire perdre la liste RDPC de Nion-Ekele. Et dans ces conditions, qu'est-ce qui va se passer? Les sénateurs du Nion-Ekele seront... Le Nion-Ekele aura perdu au niveau du RDPC et seront la remorque. Il a donc tout fait pour que le Nion-Ekele ait quand même des élus. Ils ont réussi. Je ne sais pas si le même discours va être tenu, mais j'ai dit le Nion-Ekele mérite qu'on l'écoute. Dans les régionales, si tant il est que la vérité est que c'est le vecteur du point niveau régional. Après les communes, nous disons, nous sommes 10 départements, le Nion-Ekele devra avoir le 10e au moins. Parce qu'il y a deux variantes. Ceux qui ont pris du retard, il faut rétablir les équilibres pour que le Cameroun parte du même niveau. Lorsqu'on rétablit les équilibres, on donne à chacun ce qu'il mérite. Et dans ce que nous estimons qu'avec la mise en place des régions, on n'aura plus un département qui aura 41% du BIP d'un département ministériel et les autres partageant les autres 60 quelque chose de pourcents. Pour nous, c'est important. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il s'agit pour nous d'avoir les meilleurs d'entre nous qui ont le courage, qui sont capables de se donner corps et âme en sachant qu'ils peuvent être mal. Vous savez, lorsque vous êtes dans une assemblée où les gens pensent global, les particularismes font quelquefois problème. Mais il faudra ce genre de personnes parce que nous sommes en retard. Je rappelle que pour partir de Yaoundé pour Makak, moi je fais 8 heures de temps. Vous avez besoin de quoi? Par exemple, de routes? Toutes les routes. Le réseau routier de Makak seulement, c'est 150 km. Mais on vous dira que c'est tout le monde qui en a besoin. Nous, on en a besoin. Dans tous les cas, chacun va s'occuper de ses problèmes. Vous savez, on dit chacun s'occupe de ses pauvres. Moi, je parle du Nion-Ekele, parce que nature du Nion-Ekele. Vous vous occupez de vos pauvres? Absolument. Je dis, si nous avons la route, parce qu'en économie, si vous avez les infrastructures routières, énergétiques, de santé, sportives, vous pouvez faire le reste. Lorsque vous êtes à Makak, vous êtes à 47 km de Matom, vous passez 6 heures. À Makak, vous êtes à 42 km des Eka, vous ne passez même plus du tout. Lorsque vous êtes à Yaoundé, vous êtes à 81 km de Yaoundé, je passe 7 heures de temps. Voilà le problème. Bon, je ne voudrais pas dire que les autres n'ont pas le même problème, mais je dis quand même que chez nous, à côté de la capitale, ça fait problème. Nous n'avons presque pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau. Je vous ai dit, le fleuve Nion a divisé. Ça fait presque 20 ans qu'on demande le pont. Le bac qui était là dans le Nion date de 68. Vous savez pourquoi? Parce qu'un fils Nion qui avait été à mon secteur était au top, il avait donné le bac. Est-ce qu'il faudra qu'un autre fils Nion qui revienne au même ministère pour avoir le pont? On peut prendre un autre exemple. Vous avez été maire. Oui. Le maire, lui, il sert à quoi? Ah, très bien. Le maire est quelqu'un qui rêve dans un système qui est réel. Plus encore. C'est-à-dire le maire, au-delà de ce qu'il pense, est rattrapé par la réalité budgétaire. Ça veut dire quoi exactement? Pour l'année 2020,
Le BIP de Makak était de 151 millions, pendant que les autres avaient pour les routes seulement 100 milliards. C'est de l'injustice. Mais le problème n'est plus à ce niveau. Nous disons c'était peut-être la faute de la mise en œuvre de la descente. Maintenant que c'est là, il faudra bien qu'on répare les torts qu'on a créés aux autres. Je peux comprendre le contexte. Parce que vous savez, le Cameroun est en perpétuel ajustement structurel. C'est-à-dire la demande sociale dépasse un peu. Elle est forte et l'offre ne suffit pas. On peut comprendre. Mais il faut que tout le monde ressente cet ajustement. Ce n'est pas que pendant que le Cameroun va mal, les mêmes gens vont bien. Pendant qu'il va aller bien, il va encore aller plus bien. C'est pour ça qu'on appelle justement à un minimum d'équité et d'équilibre et de justice, tout simplement. C'est pour ça que si nous avons des routes chez nous, nous avons de l'eau, nous avons l'électricité, on ne demeurerait plus. Parce que nous sommes malheureusement ceux qui pensent que nous devons de plus nous-mêmes. Mais il y a un minimum que l'État doit nous donner. Quelle est la part de l'élite, la part de responsabilité de l'élite dans ce qu'on pourrait appeler ce non-développement-là, l'Union Ekele, notamment de Makak? Monsieur le shérif. Vous n'allez pas vous dévoyer comme ça? Non, attendez. Ce qui est facile, c'est de parler des autres. Moi, je ne parle pas de l'élite. Parlez de vous-même. Je parle de moi. Bien sûr, j'ai dit ce que je fais là est ce que l'élite doit faire. Et nous le faisons déjà. Maintenant, vous savez, entre l'élite globale et l'élite choisie, parce que ce n'est pas nous qui... Pour être ministre, on ne passe pas au vote. D'Union Ekele pour désigner nos ministres. Mais il n'y a pas que les ministres qui sont élites de Makak ou d'Union Ekele. Oui. Il y a autre chose. Il y a des hommes d'affaires, il y a des hommes politiques, il y a du tout. L'Union Ekele est un département particulier où on ne tolère pas que quelqu'un vole pour nous donner. On n'a pas besoin de rebonds de bois qui volent aux riches pour donner aux pauvres, non. Nous disons que l'État doit faire son travail. Le rôle de l'élite, c'est de s'entendre lors des élections, de désigner les meilleurs d'entre nous. La deuxième chose, c'est de relever et de documenter les problèmes dont nous souffrons et de les présenter à l'État. Et quand elle ne s'entend pas, cette élite-là? Cette élite s'entend cette élite s'entend quand elle doit s'entendre. Parce que ce qui rassemble les gens, c'est deux choses. C'est soit le malheur, soit le bonheur. Malheureusement, ce qui nous rassemble dans l'Union, ce n'est que le malheur, parce que nous sommes tous des pauvres gens. Imaginez que vous ayez un château à Makak, que vous ne puissiez pas aller avec votre belle voiture. Vous êtes riche, n'est-ce pas? Vous êtes un pauvre type, parce que dans tous les cas, Makak, personne ne verra votre belle voiture. Donc le problème de l'élite n'est pas de bâtir les routes, ce n'est pas le rôle des élites. Deuxième halte dans cette émission pour parler de notre semaine politique à proprement parler, avec en bonne place l'hommage de la nation aux enfants assassinés de Koumba. La semaine politique est signée Augustin Guizano. Les 7 anges martyrs de l'éducation à Koumba, jamais dans le cœur de Camerounais. L'hommage de la nation leur a été rendu cette semaine. Le Premier ministre chef du gouvernement a représenté le chef de l'État à ses obsèques dans le chef-lieu du département de la Mémé, région du Sud-Ouest. Joseph Dion Gouté a également rendu visite aux blessés encore sous soins intensifs à l'hôpital du district de Koumba. C'est aussi en tant que père que je suis extrêmement attristé par cet événement. Et nous venons dire aux populations de Koumba et de par la Koumba, de tout le sud-ouest, le nord-ouest, que le gouvernement est avec elle et fera tout pour que ces atrocités s'arrêtent et aussi que ceux qui ont perpétré ces actes soient appréhendés et répondent devant la justice camerounaise. De quoi réconforter les populations en général et la communauté éducative de cette partie du pays. On est vraiment touchés. Les gens qui tuent ces enfants, qu'ils arrêtent maintenant parce que ils sont encore les jeunes enfants. Le 6 novembre 2020, le renouveau a eu 38 ans. Depuis 1982, le chef de l'État Paul Biya, qui l'incarne, s'est illustré comme un mendiant de la paix et un infatigable bâtisseur. Ses réalisations sont d'ailleurs visibles. En 38 ans, le Cameroun n'a pas connu de guerre civile. Le Cameroun n'a pas été fracturé en morceaux. Nous avons été attaqués par la secte Boko Haram. Mais le président de la République nous a montré qu'il est avec nous. Il a même invité les enfants qui sont dans la brousse de déposer leurs armes. Ça, c'est, comme lui-même dit, nous sommes les mendiants de la paix. Il y a la crise économique internationale qui fait que les ressources du Cameroun ont également diminué. Avec les pays de la CEMAC, le chef de l'État a œuvré pour essayer de stabiliser à travers les accords signés avec les partenaires extérieurs, donc principalement le FMI. Cette semaine encore, le chef de l'État a signé un décret portant réorganisation du Conseil national de la décentralisation. Le texte présidentiel est un pas de plus
dans la volonté d'impliquer la population dans la gestion des affaires locales. Le nouveau décret ajoute quelques compétences, mais davantage clarifie les missions du Conseil. Et dans ce sens, il est désormais question pour le Conseil national de la décentralisation d'assurer le suivi, ce qu'on appelle la méta-évaluation des activités des autres instances inférieures. Bilinguisme, les régions du Nord et de l'extrême Nord étaient à l'école de la commission Moussongé à Garoua et à Maroua cette semaine. C'est nécessaire pour la vie en commun de nous tous. Il faudra qu'on se sente camerounais en entier, c'est pas à moitié, donc il est nécessaire qu'on puisse vivre ensemble. Faire du Cameroun un pays véritablement bilingue donnera ainsi un poids dans la recherche de la paix. Celle-ci n'est pas encore totale dans la région de l'extrême nord. Les forces de défense et de sécurité restent néanmoins déterminées pour sa restauration totale, constat du chef d'état-major des armées qui était en visite de travail à l'extrême nord. Notre mission est justement de défendre l'intégrité territoriale du Cameroun. L'extrême nord a rendu un vibrant hommage à un de ses dignes fils à Yagua cette semaine. Le général de division en 2e section Simon-Pierre Daga Vunansou a été enterré en présence du secrétaire d'État à la gendarmerie Galax Yves Landry Toga et de nombreuses personnalités ainsi que des membres des familles du défunt. Prions pour que le Tout-Puissant puisse l'accepter auprès de lui et qu'il puisse étendre la main pour encadrer sa famille qui reste. États-Unis d'Amérique, Joe Biden, élu 46e président. Les résultats ont été rendus publics samedi 7 novembre 2020. Pour la première fois de son histoire, le suspense aura duré 72 heures entre Donald Trump et Joe Biden. Après le décompte des voix des votes par correspondance et votes populaires, Joe Biden l'emporte. Toutefois, les États-Unis d'Amérique auront montré un autre visage de la démocratie au monde. Sylvestre Nyek, toujours dans cette semaine politique, on a beaucoup parlé de ces assassinats et de ces prises d'otages dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça fait quand même beaucoup déjà, non? Ça fait beaucoup, certes. Mais il y a un nouveau message. Vous savez, on peut s'attaquer entre nous les adultes parce que nous avons des divergences de point de vue. Mais pas les enfants. Lorsqu'on attaque ce que moi j'appelle la graine, il y a un problème. C'est pour ça que je pense qu'il ne s'agit plus d'un problème politique, tout au moins pour ce qui est de la graine qu'on veut tuer. Je pense qu'il y a la typologie qui vient de changer. Nous avons en fait désormais aux gens qui tuent sans véritable revendication politique. Je suis certain. Il y a des bandits là-dedans. Et je me rappelle quand j'étais au collège Iberman, je ne sais plus quelle année, il y avait ce qu'on appelle le commandement opérationnel. Voilà. Oui, je pense qu'il faut passer à cette étape-là, de manière à pouvoir isoler les revendications politiques au banditisme. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est organiser véritablement un dialogue permanent. Il faut donc séparer le bon grain de l'ivraie. L'ivraie, c'est les bandits. Ceux qui ont des données politiques à faire prévaloir, pour moi, c'est des gens avec qui nous devons discuter, quel que soit leur état d'esprit. Maintenant, le problème, parce que c'est des Camerounais. C'est des Camerounais. Le problème aujourd'hui, c'est que, vous savez, on dit chez nous que lorsque vous mettez l'ong au défrichage, vous coupez la mauvaise herbe. Il faut des acteurs modérés qui puissent être humbles et parler avec leurs frères, quel que soit le ton, quel que soit parler. Parce que je vais vous dire quelque chose. En 91, la tripartite, le problème de la session se posait. Le président a posé comme solution médiane à tous les problèmes qui se posaient en termes de sécession, de fédéralisme, de longévité au pouvoir et d'alternance paisible. Il a proposé la limitation de mandat et la décentralisation. On en est où? Laissons les anglophones. Est-ce que la décentralisation a été mise en œuvre d'abord chez les francophones pour en être la leçon des anglophones? Non. Tous les maires, y compris ceux du RDP, se plaignent parce que l'administration, qui est en réalité l'instrument de mise en œuvre des politiques publiques, a l'impression qu'on leur enlève le pouvoir pour le donner à ceux qui n'ont pas la formation pour. Vous savez, ça va changer. Là. Je vous dis qu'il faut des nouveaux acteurs qui changent de paradigme. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quoi? Lorsque vous avez affaire à un maire qui prend les autres comme étant des sujets, ça ne marchera pas. Il faut un maire qui est issu de ceux qui revendiquaient hier, qui est porté par la population et dont on a la capacité de sanction. Lorsque vous avez un homme qui a 80 ans, qui est maire, il a son avenir derrière lui. La mairie, pour lui, je peux dire que c'est une partie de plaisir, tout simplement. Il faut des gens qui veulent faire carrière à la mairie, qui veulent faire carrière aux régions,
Ça veut dire qu'il faut rajeunir le personnel politique et administratif. Il peut affronter l'administration qui me semble être une structure, je peux dire, magique. Parce qu'on ne comprend pas que les gens en viennent à se mettre contre la vision du chef de l'État. Il dit décentraliser, il dit accélérer. Les gens vous disent que les gens à qui on doit passer les compétences ne sont pas compétents. Il ne s'agit plus de la compétence des uns et des autres. Il s'agit d'appliquer de la décentralisation qui est une donnée constitutionnelle. Je vous fais part maintenant des questions que vous ont posées les internautes. À vous, M. Sylvestre Nyek. Alors, François Désiré Onaïdo a dit, pensez-vous que les gouverneurs, vous parliez des gouverneurs tout à l'heure, que les gouverneurs vont interférer dans les affaires des conseils régionaux? Tant que le gouverneur va rester le représentant de l'État, il va interférer. Mais le problème, c'est le coefficient d'interférence. C'est-à-dire, on ne peut pas, parce qu'il ne faut pas qu'on confonde la régionalisation à l'autonomisation. Non. Tant que l'État vous confère des compétences et donc des ressources, parce que pour moi, dire compétence, c'est théologique. Dans compétence, il y a prérogative, le droit de, il y a les outils, il y a les instruments, il y a les ressources. C'est tout ça qu'on appelle compétence. Le devoir de rendre compte doit bien avoir des échelles. À la région, ça va être le gouverneur qui sera garant des actes que le maire, le président de la région pose sur le plan de la légalité réglementaire, sur le plan des lois et des règlements. Maintenant, il faudra bien que ce ne soit un juge, pas un gestionnaire. Donc, qu'on s'en tienne au texte. Au texte, absolument. Mais au-delà des... Je dis même qu'il y a des textes qui ne sont pas... Vous savez, les textes vont évoluer avec le temps. Parce que je pense qu'on a fait des textes disant qu'il y a un temps d'acclimatation, un temps d'apprentissage. Mais à terme, il faudra bien que les gens soient dans deux principes. Aviser et rendre compte ou faire et rendre compte. Aviser veut dire obtenir le visa de la tutelle avant d'agir. C'est-à-dire, c'est une tricherie. Parce que lorsque vous êtes responsable, vous agissez. Les autres vous jugent. Martin Marcel Mebanga dit « Si déjà nos mairies n'apportent pas grand-chose en termes d'infrastructures routières et autres, les régions ne vont-elles pas seulement enrichir l'élite dirigeante ?» Ah non, je ne pense pas. Je dis quelque chose. Nous sommes arrivés Il faut vraiment croire aux régions. Moi, j'y crois. Vous savez pourquoi? Il y a des textes qui ont précédé la mise en place des routes. En 2017, nous avons fait... Il y a eu un décret classifiant les routes. Il y a les autoroutes, les routes nationales, les routes régionales, les routes communales. Si on s'en tient au texte, on ne devrait plus retrouver dans les projets les routes communales qui sont mises en œuvre par le pouvoir central. Imaginez qu'un seul instant que chaque commune ait un minimum pour faire ses routes communales. Lorsque les routes communales se rencontrent, ça crée des routes départementales. Lorsque les départementales se rencontrent, ça crée des routes régionales. Lorsque la région se rencontre, ça crée des routes nationales. Donc je dis, on avance. On avance. Le principe est bon, mais le problème c'est que, je dis une fois de plus, l'administration doit se mettre à sa place. La place de l'administration, c'est accompagner les élus qui sont dotés de nouveaux pouvoirs. Hamadou Doumams dit, en quoi les régions vont-elles booster l'économie nationale camerounaise? Les régions, si on s'en tient au texte, ont un minimum de pouvoir pour la mise en œuvre économique dans chaque région. Je rappelle quelque chose. Je ne voudrais pas citer un maire, celui de Ndjoué-Pédia, comme modèle, mais j'ai dit, il a quand même relevé que nous sommes dans un pays où la loi qui est d'application immédiate est quelquefois mise à mort par un décret qu'on attend. Voilà le problème. Si tous les textes réglementaires et législatifs sont mis en œuvre au même moment, je suis certain que les régions dont les pouvoirs ne sont pas des moindres de par les textes vont avoir cette... Maintenant, la région prendra la couleur du conseil exécutif qui le dirige. Parce que sinon, si on retrouve encore, permettez-moi le terme, des retraités, ça dans la tête, ce n'est pas un problème d'âge. Il y a des gens qui ont 70 ans, mais qui se fixent des challenges. Il y en a qui ont 50 ans, qui disent « je m'en vais me reposer à la région ». Si on se retrouve encore avec des présidents de conseils régionaux qui veulent se reposer, dans tous les cas, ils vont être des accompagnateurs ou des acteurs passifs. Girando Thio dit, l'idée des gouverneurs élus n'est-elle pas plus efficace pour donner une véritable autonomie aux régions? Ce serait un double emploi inutile. Il y a déjà les conseillers régionaux qui sont élus, qui auront à leur tête un exécutif régional. Le gouverneur n'étant que le représentant... Bon, il représente l'État central, c'est tout à fait normal. Voilà. Simplice Sanjon dit, quelle alternative pensez-vous être adéquate pour gérer les différends rencontrés sur le terrain entre les élus locaux, maires et les autorités administratives, sous-préfets et autres? Vous avez été maire, vous savez ce qui se passe. Première chose, il faut que chacun s'en tienne à sa prérogative réglementaire. Encore une fois, respect des textes. Respect des textes. La deuxième chose, c'est la personnalité des maires. Moi, j'ai eu aucun problème avec la tutelle pendant que j'étais maire. Je savais dire non lorsque le droit me le permet. Je prends un exemple. J'ai eu un secrétaire général qui avait atteint la limite d'âge, à qui j'ai notifié la retraite. Je rappelle que le préfet en son temps m'a dit que je n'avais pas qualité. Je lui ai dit, ce n'est pas moi qui le mets en retraite.
Mais un salaire payé de façon indue est un détournement de fonds publics et je n'ai pas continué à payer. Tant qu'il est en pause, il continue à percevoir ses indemnités de fonction. Mais il ne pouvait plus avoir le salaire de la mairie. Ça s'est passé pendant 2 ans. Je suis même venu au tribunal chez le ministre de l'AT, j'ai gagné. Donc si le maire n'est pas quelqu'un qui veut voler, il n'a aucune complicité avec le préfet, il fera son travail. Mais le problème, c'est ce qui se passe habituellement. Le maire a peur de son conseil parce qu'il est quelqu'un qui n'est pas bien assis dans sa tête et il utilise la préfectorale pour mater les conseils. En ce moment-là, vous ne pouvez pas prendre votre propre turpitude. Mais je dis, les vrais maires savent à quoi s'en tenir. Le maire, c'est qui? C'est celui qui sait quels sont ses droits, mais également ses devoirs, qui sait également où commence le pouvoir de la tutelle, où s'arrête. Je rappelle. Encore une fois, les textes. Les textes, absolument. Mais les textes et la personnalité des élus locaux. Gago Le Mesure dit « Si l'on ne bâtit pas les hommes, les institutions ne seront que des châteaux de cartes ». Ça, c'est une citation. Avons-nous de la ressource compétente pour matérialiser le projet de région? Nous avons beaucoup de ressources. Mais je rappelle que le maire, comme le président de la région demain, ne sont que des managers. Ça veut dire qu'il faut bien la machine administrative. Je parle de quelque chose. Lorsque le préfet gère les routes communales, il a soulevé le délégué départemental, le chef de poste, tous les machins et autres. Lorsqu'on confie ça au maire, on retire ce personnel et on accuse le maire d'être incompétent ou d'avoir... Non. Je dis bien comme dans compétence, il y a à la fois les hommes, les outils, le matériel, les ressources financières. Qu'on donne tout ce qu'il y a. Il faut tout donner. Parce que je dis encore que l'État ne donne pas par force. L'État choisit de transférer aux communes et aux régions pour les compétences qu'il veut. Au Maroc, on en a transféré 4 seulement et le Maroc se développe. On a transféré les routes, l'électricité, l'assainissement et l'eau. Lorsque vous transférez ça aux communes, il reste quoi? Il ne reste plus rien. On ne demande pas à avoir une armée. On ne demande pas à gérer les relations extérieures. On demande à gérer le développement local. Au niveau local pour les maires, au niveau régional pour les régions. Zibama, alias Général, dit quelles peuvent être les limites des conseillers régionaux en ce qui concerne de la décentralisation? Les limites seront au niveau de la qualité des hommes. Je vous ai dit au départ que nous, à l'UPC, je m'en excuse, hein, on fait très attention à la qualité des hommes que nous présentons. Lorsque vous avez un homme qui a un passé douteux, qui a des dossiers, il ne parlera pas au gouverneur. Vous comprenez ce que je vous dis là? Si vous avez quelqu'un qui est libre d'esprit, il va pas. Quitte à se tromper, je rappelle que lorsque vous trompez le gouvernement, vous êtes trompé. C'est également son rôle, parce que l'État doit jouer également un rôle pédagogique vis-à-vis des nouveaux conseillers régionaux. Parce que sinon, ou alors on aura des anciens fonctionnaires qui auront fait leur preuve ailleurs et viendront se reposer, ou on a des acteurs nouveaux, mais qui ont d'autres compétences. Parce que je rappelle qu'aucun homme au monde n'a toutes les compétences. Chacun a une compétence générale et une compétence spécifique. Maintenant, il faudra que l'administration qui est mise en place au niveau régional, les délégués régionaux sont des acteurs de la décentralisation, mais sous le commandement ou la coordination, si vous voulez bien, des exécutifs régionaux. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Merlin Ludovic Bassa-Fils dit « Quel est votre bilan à la mairie de Makak ?» C'est très bien. Voulez-vous rebondir? Je dis encore qu'il faut On arriver à faire l'histoire. Non, je ne fais pas l'histoire. Je dis ceci. C'est difficile d'agir et de faire son audit personnel. Il faut qu'il pose aux populations de Makak, qui continuent à m'appeler monsieur le maire émérite. C'est pour ça que je me fais appeler volontairement ancien maire. Vous savez, chez nous, on a les maires qui ne veulent pas. J'ai entendu un député dire qu'on l'appelle député alors qu'il est ancien. Moi, je suis ancien maire. Mais vous voulez quand même revenir, non? Oh non, j'ai revu mes ambitions politiques à la hausse. Ah bon? Vraiment, je peux vous dire ça. Ne me demandez pas comment, mais je dis, si je suis maire, ça veut dire que mes jeunes frères ont échoué. Et comme je ne veux pas laisser l'échec, je serai maire peut-être. Mais ce n'est pas un objectif politique désormais pour moi. Je veux diriger un parti. Plus haut. Je pense effectivement plus haut parce que j'estime que lorsqu'on a été à un niveau, la vie est dynamique. Si je suis maire pendant 13 ans, ça veut dire que je ne sais plus où je vais. Je suis par exemple l'alternance. Pas seulement l'alternance où on se bat. Lorsque vous avez... Je rappelle quelque chose. Hein, j'ai refusé volontairement d'être candidat aux élections régionales parce que j'estime que j'étais candidat à la mairie, je n'ai pas pu le faire. Il faut que quelqu'un d'autre se présente. J'ai dit, mes jeunes frères qui sont là sont très valables et je pense qu'ils pourront gérer la mairie après nous. Une dernière question d'internaute, Mackenzie Kitoko César. Que dites-vous de la gestion des ressources non concessives que les maires réclament? Avez-vous fait face à ce problème? Je pense par exemple à la gestion des carrières municipales. Le problème, c'est que, vous savez, on a fait des textes que nous voulons apprécier pendant très longtemps. C'est-à-dire que nous avons une loi qui permet aux maires d'avoir leur quote-part dans les ressources non concessibles. Malheureusement, le décret qui fixe les quotas
Parce que n'imaginez pas quand même que s'il y a le sable à aider à Makak ou à Limbe, que ce sable appartient à la commune de Makak ou Limbe. Mais non, puisque Makak vit quand même des autres ressources qui viennent d'autres régions du pays, il est question que la péréquation se mette en œuvre à travers un décret, malheureusement. C'est le décret d'application qui fait problème. Et c'est pour ça que j'ai dit le décret ne devrait pas bloquer une loi sur le plan du droit positif. C'est pour ça que, faute pour l'administration de prendre un décret, les maires qui sont courageux avancent et obligent l'État à les suivre. Je vais vous proposer une dernière halte dans cette émission avec notre semaine sociale, avec cet appel public à l'épargne et les nouveaux outils de la cybersécurité, la lutte contre le coronavirus au Cameroun, entre autres sujets que développe ici Rodrigue Bertrand-Thieu. À l'entame de la semaine, l'on a tiré les leçons du périple de la mission de contrôle de la CAF au pays hôte du CHAN 2020. La qualité des infrastructures sportives a été confirmée. Les 3 sites retenus répondent aux attentes. Idem pour l'hébergement. L'acquisition d'un équipement de sonorisation et d'audiovisuel de dernière génération annonce les couleurs d'une cérémonie d'ouverture à ne rater sous aucun prétexte. Pendant que l'on attend le début du CHAN, l'on arrivait à la fin du Forum national sur la cybersécurité au Palais des Congrès de Yaoundé. Les experts ont accordé leur violon sur la nécessité de sensibiliser à l'utilisation responsable des réseaux sociaux, avec en tête de liste des cibles de cette sensibilisation, les jeunes. Les actes récurrents de cybercriminalité auxquels les jeunes font face, le premier, c'est le vol d'identité. Nous avons ensuite le cyberharcèlement. Le troisième exemple, c'est l'ingénierie sociale. Ici, ça fait référence à des pratiques de manipulation psychologique à des fins d'escroquerie. Ensuite, nous avons le phishing qui consiste pour les cybercriminels à envoyer des liens et des adresses URL corrompues. Enfin, nous avons l'escroquerie en ligne. Autre secteur qui appelle à la vigilance, celui de l'épargne, particulièrement le segment de la fructification rapide de l'argent avec à la clé des rendements élevés. C'est une entreprise à haut risque. 14 sociétés de placement en activité au Cameroun n'ont pas d'autorisation et il faut faire attention aux offres mirobolantes. Le vrai problème, c'est les procédés derrière. C'est la pyramide de Ponzi. Ces personnes investissent dans des actifs qui ne sont cotés et réglementés nulle part. Ce n'est pas une histoire d'arnaque qui a poussé le bureau exécutif du CRADAT à une session extraordinaire jeudi, mais plutôt le climat tendu qui y règne depuis quelque temps. Sous la férule du PCA, le bureau a constaté que ce climat tendu était le fait du non-respect des textes et procédures managériales. Du coup, des mesures conservatoires ont été prises en attendant le prochain conseil d'administration de l'institution internationale. Enfin, sur le front de la lutte contre le coronavirus, le ministère de la Santé publique a rappelé cette semaine qu'il ne faut pas encore baisser la garde dans la lutte contre la pandémie. Rappel face à un relâchement constaté au sein de l'opinion. À cette occasion, l'on a répondu à l'une des questions que soulève la pandémie. Est-elle sexuellement transmissible? Réponse. Le risque de transmission du nouveau coronavirus est réel et possible pendant les relations sexuelles, ceci par contact étroit ou en touchant des surfaces ou objets contaminés par un partenaire infecté. Un partenaire qui peut être asymptomatique, c'est-à-dire qui ne présente aucun symptôme. Le contact étroit expose grandement le partenaire sain aux gouttelettes provenant du nez, de la bouche ou de la gorge du malade. Voilà la semaine sociale telle que vue par la rédaction centrale TV de la CRTV. Retour sur ce plateau avec notre invité Sylvestre Niek, pour ce qui va constituer la dernière ligne droite de notre entretien. En réalité, une ou deux questions concernant notamment l'UPC. C'est quoi le problème de l'UPC? C'est quoi ce qu'on pourrait appeler cette malédiction unitaire, si j'ose dire, de l'UPC? Pourquoi on n'arrive pas à s'unir dans votre parti? Le problème est simple. Je vous ai dit, l'UPC a un problème idéologique au départ. Mais ça, c'est normal. C'est-à-dire, lorsqu'on crée un parti, notamment l'UPC en 1948, que le leader est assassiné en 1958, il n'a pas le temps de bâtir une véritable idéologie. Et du coup, l'UPC est intitulé en 1955. Voilà les secousses qui ont mis à mal l'UPC. Chacun doit aller à son école. Ceux qui pouvaient s'expatrier l'ont fait. Ceux qui sont restés au Cameroun étaient obligés de s'acclimater.
c'est ce que Maïma tu appelais la politique de la Bresse ou la Centre, c'est-à-dire les UPC qui sont allés dans le parti unifié. Parce qu'il y a le parti unifié avant le parti unique. Et maintenant, ceux qui sont allés à l'extérieur ont préservé leur vie, ont continué à militer comme ils pouvaient. Ils reprochent à ceux qui sont restés au pays d'avoir flirté avec le régime en place. Voilà le premier schisme. Le deuxième, c'est que l'UPC a eu des gars qui sont allés en France dans une société capitaliste, d'autres en Russie dans une société communiste. Lorsqu'on se retrouve en 90, il faut comprendre. Ceux qui ont continué à militer d'une certaine façon, là où c'était possible, ne comprennent pas que ceux qui étaient là au pays, je prends le meurtre d'Antoine Melonnet. Je rappelle lorsque le président Biapal en 82, qu'il dit qu'on n'a plus envie d'être en exil pour assumer ses croyances politiques. Il parle de les UPCistes. J'ai dit, Bia lui-même est UPC à sa façon. Sans être militant de l'UPC, il est UPC, c'est-à-dire un fervent UPCiste. Il défend l'UPCisme. Maintenant, lorsqu'on se retrouve 60 ans plus tard, on a l'impression qu'il y a des gens qui ont trahi. Ce choc met du temps pour qu'on se comprenne. Mais ce qui est plus grave, parce que ce choc-là produit ce qu'on appelle les courants au sein d'un parti politique, qui sont l'expression de la démocratie au sein du parti. Et tous les partis forts, tous les grands partis ont des courants. Il y a donc à l'UPC un courant révolutionnaire, il y a un courant républicain, il y a un courant. Ça, c'est compréhensible. Mais le danger vient du fait que l'administration coloniale, qui avait choisi de créer des partis pour combattre l'UPC, je ne vais pas refaire l'histoire, a malheureusement continué avec l'administration actuelle, qui chaque fois veut avoir son UPC. Je prends le cas de 2018, où un ministre de la République a décidé de nommer des gens dans des partis pour dont l'UPC, au motif qu'il y avait du désordre. Je rappelle que la loi dispose de deux choses. Lorsqu'un parti est capable de troubler l'ordre public, on le suspend ou on le dissout. Mais à aucun moment, on ne peut nommer les dirigeants d'un parti politique. Nous avons souffert ça pendant 2 ans. Et ce n'est pas seulement là. Rappelez-vous qu'au temps d'Andi Tchungu, nous avons bien eu l'UPCK, l'UPCN. Ce n'est pas des suffixes, ces partis n'existaient pas. Oui, mais tout cela, c'est un peu la faute à qui? Non, le problème, c'est que je vous ai dit que les courants dans un parti... Ça ne peut pas être la faute à l'UPC. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vous ai dit, notre faute, c'est de n'avoir pas, pour le moment, mettre en face tous les courants. Ce travail est en cours, mais il va mettre du temps. Mais pendant que nous le faisons, que l'État ou le gouvernement actuel laisse un peu l'UPC tranquille. Rassurez-vous, j'ai dit, nous avons vécu en 2020 2 listes des de l'Union Ekele au régional. Ce n'est pas pour autant qu'on a éliminé les 2 listes. On a quand même dit qu'il y avait un qui avait qualité, l'autre qui n'avait pas qualité. Mais à l'UPC, on vous dit, quand vous pensez différemment, alors vous n'existez pas. Non. Donc j'ai dit, le point de l'UPC est idéologique. Mais l'idéologie crée ce qu'on appelle les courants. Si vous continuez sur cette lancée, laquelle? Vous, UPC, c'est-à-dire que difficulté à être unis. On n'a aucune difficulté. Ceux qui ne vont pas... Sur le terrain, ça se voit. Non. Est-ce que le risque, ce n'est pas qu'à la fin, on meurt? Non, on va mourir. Je rappelle que les gars du Manidem qui sont des UPCistes ne s'étant pas entendus avec ce qu'ils appellent l'UPC, les gars ont créé un parti politique. Maintenant, on est en train de travailler pour voir comment se met ensemble. L'UPC des fidèles, on se rencontre tous les jours. On n'a pas de problème entre nous, on a des problèmes qu'on va s'accepter mutuellement en termes de courant. Le problème étant que lorsqu'on va au Congrès, lorsqu'un courant a gagné, les autres se mettent en rang. Mais le danger vient du fait que les gens profitent de la couranisation de l'UPC pour venir les diviser de plus. Lorsque vous nommez un chef d'un parti pour tout, pensez à quoi? La faute, c'est toujours les autres. Beaucoup plus les autres. L'UPC en elle-même n'a rien à se Je vous ai dit que nous avons... Dans sa marche, son Bon, je vais être honnête quotidien. avec vous. Vous savez, pour gérer l'UPC, c'est un peu pire que le Cameroun. Le Cameroun, il faut un homme capable de fédérer et de se mettre au service des courants, pas de vouloir commander les courants. Ceux qui ont géré l'UPC, donc moi, parce que j'ai géré l'UPC moi aussi à mon niveau, nous avons fait prévaloir l'amour propre, l'orgueil. C'est-à-dire, vous savez, pour gérer les UPC, il faut se mettre à leur service afin que c'est eux qui vous élèvent. C'est ce travail qui s'est fait depuis, je crois, 2010. Et il y a un temps pour ça. C'est une sorte de petite dictature du parti, non? Non. J'ai dit qu'il faut que le chef du parti ou le groupe qui dirige le parti se mette au service du parti et pas l'inverse. Tant que les gens ont l'impression que vous servir d'eux, parce que la suspicion s'est installée et on ne fait plus confiance à personne. Mais j'ai dit depuis 2010, il y a des réunions qui se tiennent. Moi, je rencontre chaque jour des UPC qui ne pensent pas comme moi. Et nous sommes d'accord qu'il faut absolument... Parce qu'Oumniobé dit, sans l'unité, nous ne sommes rien, on en est conscient. Mais nous disons, quels que soient les efforts que nous allons faire pour nous unir ou pour nous rassembler, parce qu'il y a une différence entre le rassemblement des UPCistes et l'unité de l'UPC. Nous n'entendons pas dicter, on va rassembler ceux qui veulent bien être des UPCistes, mais il faudra que le gouvernement, les différents gouvernements, laissent l'UPC tranquille. Sylvestre Nyek, ancien maire
UPC, de Macaque. Oui. Vous étiez l'invité d'Actualité Hebdo ce soir et merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Madame, Monsieur, Actualité Hebdo s'achève. Merci de votre aimable attention. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Dimanche prochain est un autre jour. Bonsoir, bonne semaine.